Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce début de week-end sur Monaco Info. Voici les titres de votre JT que nous débuterons à Paris. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont assisté au gala de charité organisé par Proval, le syndicat national des joueuses et joueurs de rugby. Nous y reviendrons dans quelques instants. Quand les codes de la musique contemporaine rencontrent des airs d'opéra, le festival Printemps des Arts proposait hier une grande battle, un événement surprenant qui a conquis, vous le verrez, le public. Dans ce journal également, nous recevrons Clémentine Golsal. La journaliste et critique littéraire est intervenue au centre hospitalier Princesse Grace dans le cadre des rencontres philosophiques pour aborder le thème de la maternité. Elle nous en dira plus. Et puis, c'est un loisir qui connaît un fort succès. Un laser game s'est installé le temps d'un week-end à l'espace Léo Ferré. Un jeu à la fois stratégique et très amusant. Direction Paris pour débuter ce journal où leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène ont assisté au gala de charité organisé par Proval, le syndicat national des joueuses et joueurs de rugby. En sa qualité de présidente de la Fédération monégasque de rugby, la princesse Charlène a pris la parole lors de cette soirée dont les fonds récoltés serviront à soutenir les joueuses et joueurs en difficulté. Nos correspondants à Paris, Justin Adel et Jérémy Henry, reviennent sur cet événement. Ils sont nombreux à avoir répondu présent. Ces acteurs du rugby français et international ne pouvaient louper la deuxième édition du gala de charité organisé par Proval, le syndicat des joueurs et joueuses de rugby français. Ce même syndicat qui a créé en 2023 Proval Solidarité, un fonds destiné aux adeptes du ballon ovale en difficulté. Et le soutien du couple princier dans cette démarche est loin d'être négligeable. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, cette envie du couple princier de donner de l'énergie et c'est surtout le cœur qu'ils y ont mis. Pour nous, d'avoir un soutien comme celui-ci est primordial pour pouvoir faire entendre les problématiques qu'on rencontre au quotidien. Parce qu'il faut se rappeler que le rugby, c'est des carrières éphémères, donc c'est court et il faut vraiment continuer à les défendre. Et d'avoir ce soutien-là, c'est important pour nous, on les remercie réellement. Leurs Altesses Sérénissimes, le prince Albert II et la princesse Charlène, anciens sportifs de haut niveau, ne peuvent que comprendre ces problématiques. Il était pour eux essentiel d'aider à l'accompagnement des sportifs dans leurs moments de fragilité. C'est donc de vive voix et dans ce sens que la princesse Charlène s'est adressée aux invités avant le début du repas. Le prince et moi-même sommes heureux de donner notre soutien à Proval Solidarité. Parce que rugby, comme dans la vie, ensemble, on va plus loin. Des valeurs que le couple princier partage et souhaite communiquer au plus grand nombre. C'est d'ailleurs l'une des missions de la Fondation Princesse Charlène de Monaco. Proval souhaite ainsi faire de ce rendez-vous un pilier annuel du sport solidaire en France, tout en fédérant des partenaires et en offrant des solutions concrètes à celles et ceux qui en ont besoin. Une soirée qui a notamment été marquée par une vente aux enchères dans laquelle on pouvait retrouver des œuvres d'art, mais aussi des lots prestigieux en lien avec l'histoire du rugby et le monde du sport. Le tout avec l'objectif de faire mieux que l'an dernier, soit 114 000 € de gains. Et les organisateurs auront réussi à faire mieux que l'an dernier puisque la vente aux enchères organisée hier lors de ce gala de charité aura permis de récolter près de 124 000 €. En tennis, Valentin Vachereau et son cousin Arthur Rinderknecht se sont qualifiés pour la finale du double d'Indian Wells. Ils ont dominé en demi l'Indien Bambry et le Suédois Goransson, 7-5, 6-7, 10-5. Ils affronteront cette nuit en finale le Français Guinard et l'Argentin Andreozzi. C'est la deuxième fois que Valentin Vachereau et Arthur Rinderknecht se retrouvent en finale d'un Master 1000 en l'espace de 6 mois. Mais cette fois-ci, ils ne seront pas opposés comme à Shanghai, mais associés pour conquérir le titre. En Asie, les qualifications du Grand Prix de Chine ont créé de belles surprises. À seulement 19 ans, Kimi Antonelli a décroché une pole historique pour Mercedes. Charles Leclerc, deuxième de la course sprint hier, a signé le 4e temps des qualifs, juste derrière son coéquipier Lewis Hamilton. Un peu frustré, le Monégasque reste tout de même confiant pour cette course dont le départ sera donné ce dimanche à 8 h.
Le festival Printemps des Arts ne cesse de nous surprendre. Hier soir, ce n'est pas un concert, mais une grande battle que nous a proposé l'événement au musée océanographique. Des joutes vocales sur des airs d'opéra autour du répertoire de Vivaldi. José Sacré revient sur ce moment très particulier. Sur la scène de la grande salle du musée océanographique Archicomble, l'ensemble I Gemelli, fondé par le ténor Emilio González Toro et la dramaturge Mathilde Etienne. Cet ensemble, spécialisé dans la musique vocale du XVIIe siècle, était donc l'orchestre idéal pour la grande battle organisée par le Printemps des Arts de Monte-Carlo. Il s'agit d'une battle. C'est une battle comme les battles de rap ou les battles d'improvisation. C'est-à-dire une joute, en fait, un duel entre deux chanteurs qui ont des voix différentes, un contre-ténor et un ténor. Donc c'est à la fois un clin d'œil à des mises en scène contemporaines comme le rap, mais ça fait aussi écho à une pratique qui est multimillénaire, puisque chez les Grecs déjà on faisait des concours de musique et notamment des concours de chant. Autour de Vivaldi parce que c'est festif, parce que tout le monde aime Vivaldi, parce qu'il y a tous les caractères, on passe de la tristesse à la colère, à la lamentation, à la joie en un clin d'œil. C'est très vivant pour l'orchestre, c'est bourré de variétés et ça permet aux chanteurs de montrer toute une palette d'expressions et toute l'étendue de sa technique. Il y a un jury, c'est le public. Et il y a un arbitre, c'est moi. Et je vais lancer une série d'épreuves, de défis, avec des airs qui seront un peu tirés au hasard. Donc on a un certain catalogue, mais il y a un petit peu de surprise, d'improvisation. Ils vont chanter l'un après l'autre, ils vont chanter ensemble. Tout dépendra de l'air qui sortira du chapeau. Après 1h30 de confrontation musicale, l'applaudimètre, le public, n'a pas réussi à départager les deux artistes. C'est donc la musique qui est sortie victorieuse de cette grande battle pour le plus grand plaisir du public. Et
le festival Printemps des Arts se poursuit jusqu'au 19 avril prochain. L'ensemble de la programmation est à retrouver sur le site officiel de l'événement. Place à présent à notre chronique US qui vous emmène ce soir à la découverte de l'une des institutions culturelles la plus prestigieuse des États-Unis. Situé à San Francisco, le War Memorial a été fondé en 1932 et propose depuis ses débuts musique classique et spectacle vivant à un public san-franciscain réputé pour sa sensibilité aux arts. Tous les plus grands noms de la scène mondiale se sont succédés sur ces planches en compagnie de Thomas Horn, consul de Monaco à San Francisco et ancien président du War Memorial. Bastien Bory nous fait découvrir l'intérieur de ces bâtiments chargés d'histoire. Composé il y a 2 siècles, le Rosamunde de Schubert donne l'illusion d'un art immuable. Pourtant, aux États-Unis, les arts changent. Alors que le soutien politique de l'administration Trump fait débat, les aides publiques à la culture ne représentent plus que 10% des budgets, un modèle économique fragile car désormais trop dépendant de la billetterie et du mécénat. I think the biggest challenge right now is trying to increase our revenues and increase our rentals in a time period when the arts are under attack from a lot of different directions. I don't want to point specific fingers at any particular direction, but the arts they're in a difficult time right now. They're in a transition time, and I think us trying to still support those arts having a place to come and a place to perform and audiences to come see them is what we're trying to do here. Quand San Francisco décide dans les années 20 de construire ses édifices en hommage aux Américains tombés lors de la Première Guerre mondiale, opéras, symphonies, ballets et théâtres y trouvent leur scène. Et de cœur artistique de la Californie, le War Memorial devient celui du pays entier avant d'être secoué par un puissant séisme en octobre 89. Tous les immeubles, tous les bâtiments ont été gravement endommagés. Et ça a commencé un effort qui a duré plusieurs années de refaire, de point de vue sismique et théâtrical, tous les théâtres et tous les bâtiments. Et dans ces 4 bâtiments, les mélomanes san-franciscains aiment à rappeler que chacun des 7500 sièges propose une parfaite acoustique, et ce, quelle que soit la programmation, car de sanctuaire de l'élite américaine, ce lieu veut aujourd'hui devenir celui de tous les publics. We were interested in classical art, of course, through the symphony, the opera, and the ballet, but we're also interested in new art and young comedians and, different kinds of music that weren't around hundreds of years ago, rap and hip-hop music, things that didn't exist. So we try to strike a balance and a mixture across the cultural campus of different types of events that make it feel very current and make us feel like we're not stuck in the past while still honoring the reason why these buildings are here in the first place. Les ballets de San Francisco s'ouvrent ainsi aux musiques électroniques d'artistes trentenaires comme James Blake, et avec des concerts baptisés Soundbox, l'orchestre symphonique propose lui désormais des expériences musicales mêlant notes et projections visuelles. I think what I want them to feel the most when they come into the building is feel welcome. I don't want anyone to feel like they're out of place or that they're dressed the wrong way or that they're not from the right neighborhood to be enjoying what's going on here. I think these buildings have a place for everybody in San Francisco, and making people aware that they're available and that they are welcoming to anyone who wants to come, to me, is the most important thing. Un complexe ouvert aussi à l'histoire, c'est entre ces murs que le traité de paix avec le Japon impérial et la charte créant l'Organisation des Nations Unies étaient tous deux signés après la Seconde Guerre mondiale. C'est un immense joie de faire partie de cette institution qui a fait une partie majeure de l'histoire des Nations Unies et des États-Unis. Une institution où art et mémoire s'entrelacent ainsi depuis un siècle. Coup de projecteur à présent sur ce partenariat étonnant et inspirant. Les rencontres philosophiques de Monaco collaborent avec la maternité du centre hospitalier Princesse Grace depuis quelques années maintenant. Ensemble, ils proposent différents ateliers ou conférences pour développer la réflexion et le dialogue autour de la maternité. Cette semaine, la journaliste et critique littéraire Clémentine Godsal a tenté de répondre à cette question: pourquoi mon bébé pleure? Elle est notre invitée ce soir et est interrogée par Fabien Bonilla. Clémentine Godsal, bonsoir. Bonsoir.
Vous avez donné mercredi une conférence au centre hospitalier Princesse Grasse avec pour thématique « Pourquoi mon bébé pleure ?» Alors déjà, quel message vous vouliez faire passer à l'assistance ? Le message, je crois que c'est le même que j'ai essayé de faire passer avec ce livre que j'ai écrit, c'est que plus que de savoir peut-être pourquoi les bébés pleurent, se poser la question est déjà un pas dans la bonne direction. Donc c'est regarder, écouter et essayer de comprendre les nouveau-nés, même si on n'y arrivera jamais vraiment, c'est déjà, je pense, leur tendre les bras. Vous avez donc écrit le livre aux éditions Seuil, Premier cri, des mystères de la néonatologie. C'est un livre pour lequel vous avez fait 6 mois d'enquête à l'hôpital Necker. Expliquez-moi ça. En fait, je voulais regarder les bébés et les gens qui les soignaient. Et donc au début, je m'étais dit, je vais écrire un roman sur la pédiatre de mon fils, parce que je me posais beaucoup de questions sur ce qu'était son existence à cette femme qui soignait toute la journée des tout petits enfants, qui avaient des responsabilités énormes. Et puis en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de passages dans les cabinets de ville et que assez vite, je me suis dit qu'il y avait un endroit dans la médecine où les bébés et les nouveau-nés, surtout parce que vraiment, il y a quelque chose de très spécifique sur les nouveau-nés, les tout petits bébés, dans les premiers mois de la vie, il y a un endroit dans la médecine où il reste un petit peu arrimé à ses premières semaines, alors que quand on a un bébé bien portant, on sort de l'hôpital avec lui et on rentre à la maison et le bébé grossit et il devient très vite un bébé bien portant. En néonatologie, qui est donc le service de médecine qui prend soin des nouveau-nés, il reste et du coup ça permet de les observer sur le long terme. Et quel a été votre constat justement sur toute cette période, sur ces 6 mois ? Ah là là, c'est des constats. D'abord, j'ai constaté évidemment à la fois les souffrances de l'hôpital en tant qu'institution, la dévotion des équipes, la finesse de leur technique, de leur regard, de leur savoir. C'est un savoir vraiment très 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 spécifique. C'est une médecine de pointe, la néonatologie. C'est une branche encore plus spécialisée de la pédiatrie. Et puis surtout en regardant les bébés, j'ai constaté l'incroyable complexité de leur communication au pluriel, dont en fait certains professionnels sont entraînés à lire, mais qui nous échappent pour la plus grande partie. Premier cri est un livre où vous racontez ce que vous y avez vécu, mais il y a aussi une forme de réflexion derrière tout ça. C'est plus philosophique. Ça n'est pas juste un témoignage sur cet hôpital. Non, pas du tout, parce que ce que je voulais, en fait, c'est vraiment, moi je suis journaliste, donc j'ai l'habitude de faire du reportage et en même temps je suis critique littéraire et puis je suis une personne qui aime bien essayer de trouver dans la littérature, dans la philosophie des réponses aux questions que je me pose, et donc je voulais vraiment que, à partir de l'observation de ces bébés et du cas très concret de l'hôpital, parce que l'hôpital c'est un endroit concret, il faut soigner des corps avec des mains de soignants qui eux-mêmes ont des corps et l'hôpital est un décor, mais à partir de ça, je voulais me donner la liberté en fait d'aller chercher toutes les réponses aux questions que le service me posait dans la littérature, dans l'art, dans la philosophie, dans la religion. Donc en fait, à partir de là, je me suis autorisée dans le livre, si vous voulez, à divaguer à la première personne, mais pas à divaguer de manière poétique, mais à me dire, tiens, ces enfants-là m'évoquent ça. Qu'est-ce que c'est que d'être un bébé malade ? Qu'est-ce que c'est que d'être un bébé ? Quelle responsabilité on prend quand on est un soignant et qu'on décide d'agir sur le corps de ces tout petits bébés? Qu'est-ce que ça doit faire de venir au monde dans ces conditions-là ? Voilà, donc toutes ces questions-là, je les pose. Pour la plupart, j'ai pas de réponse. Et c'est un livre sur la vie, mais aussi sur la mort. Vous vous attendiez à ça quand vous avez commencé à préparer cet ouvrage ? Je m'attendais à ça parce que moi, c'est mon tempérament, mais ça m'a semblé aussi très net moi-même quand j'ai été enceinte, que la question de la mort se posait très fort. Et puis ensuite, quand on accouche, enfin moi en tout cas, quand mon enfant est né, j'ai eu le poids instantané et très lourd que je donnais aussi, je donnais la vie et que je donnais la possibilité de la mort aussi. Et depuis d'ailleurs, la plus grande terreur maintenant de ma vie, c'est que mon enfant meure. Donc je trouve que oui, dans la naissance, le nouveau-né, il pose aussi cette question de la mort. Et surtout dans cet état fragile et incertain des tout premiers jours qui dure quand on est un enfant malade, il y a vraiment quelque chose de... C'est comme s'il y avait quelque chose d'indécis parfois chez ces bébés où à la fois on a envie qu'ils vivent, eux ont envie de vivre, mais j'ai vu aussi en néonatologie, il y a des enfants, il y a des bébés qui sont très malades et dont on s'accorde à penser qu'à un moment, peut-être c'est trop et que la vie qu'on leur propose, le futur qu'on peut leur offrir n'est pas
désirable et que donc il y a des nouveau-nés qui meurent dans le service. À Necker, c'est des enfants particulièrement malades, donc il y en a... Voilà, mais c'est aussi, ça permet, je trouve, de se poser la question de ce que c'est qu'une vie bonne et de se dire, en fait, est-ce qu'une vie bonne, c'est forcément une vie longue ? Et les parents, certains parents m'ont dit, en fait, moi, mon fils, ma fille, il a vécu 12 jours, mais c'est une vie quand même. Et je trouve ça une idée très belle. Oui, c'est ce que vous allez garder peut-être de cette expérience ? J'en ai gardé à la fois la confirmation que la vie est fragile, que l'accouchement est périlleux, que la naissance, c'est un moment périlleux de la vie, que tout peut très mal se passer, mais aussi qu'on peut tomber très 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 bas et s'en sortir. Et j'ai été très épatée en fait par la résilience de ces bébés, par la manière dont ils pouvaient guérir. En fait, et on peut être un bébé qui naît très très malade et en fait devenir un adulte et un adolescent, un enfant bien portant. On va se quitter là-dessus. Je le rappelle, premier cri aux éditions Seuil, Clémentine Godesal. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup à vous. Poussons à présent les portes du pavillon Bozio. L'école supérieure d'art plastique est nichée sur le rocher et délivre des formations variées et multiplie aussi les partenariats pédagogiques et institutionnels. Mais qui de mieux que les étudiants pour en parler ? Ce samedi, l'établissement a organisé une journée porte ouverte pour accueillir possiblement de futurs candidats. Le reportage de Sarah Inkari et Julien Logier. À chaque pièce, son univers. Les étudiants ont exposé soigneusement leur création. Ici, dans la salle des 3e années, Charlotte performe. Il s'agit d'un extrait du spectacle présenté à l'espace Léo Ferré en novembre dernier, un temps fort dans son cursus. Moi, une fois diplômée, j'aimerais plutôt me diriger dans la scénographie. C'est pour ça à la base que je suis venue dans l'école. Mais tout le côté beaux-arts et tout ce que nous apporte l'apprentissage artistique, c'est vraiment intéressant et un plus pour être scénographe. Donc moi je me dirige plutôt vers le spectacle vivant, que ce soit théâtre, danse, mode, même du cinéma, j'aimerais bien. Alexia, elle, est en prépa art à Sèvres. Elle est venue accompagnée de ses parents et se voit bien rejoindre en septembre les bancs de l'école supérieure d'art plastique. On n'a vu que cette salle, mais les projets ont l'air super intéressants et il y a vraiment quelque chose qui se dégage de la promo, donc ça a l'air très sympa. Comme les autres visiteurs passent de pièce en pièce à la découverte de ce qui se fait de mieux au sein du pavillon Bozio, dans la salle dédiée aux productions cinématographiques, celle prévue pour les travaux de bois ou encore celle consacrée à la céramique. On a accès à toutes les terres, c'est qu'on peut cuire de la basse ou de la haute température, donc des faïences, grès, porcelaine. Et donc ici, on a donc toutes les possibilités d'émaillage, de couleurs. Donc on fait en fonction des demandes des étudiants. Donc on a déjà des colorants qui sont préparés, mais aussi on peut créer vraiment tout ce qu'ils désirent en termes de couleurs avec des effets, si l'émail doit être plus coulant, plus fondant, etc. Donc on a vraiment un potentiel de création au niveau de l'émaillage. De quoi attirer les futurs apprentis lors de cette journée portes ouvertes, moment clé pour l'établissement du Rocher. Pour nous, c'est super important. Le concours se passe à distance, donc c'est le moment où certains candidats vont venir sur place, voir directement les lieux, rencontrer les étudiants. C'est un moment où tout le monde est présent, les étudiants, les professeurs, et où on communique un peu sur ce qu'on fait le reste de l'année. 150 candidatures sont reçues tous les ans, mais seules quelques-unes sont retenues. À la rentrée, 15 jeunes intégreront la première année. Casque sur la tête, pistolet à la main, à Monaco, petits et grands peuvent s'affronter dans un laser game installé le temps d'un week-end à l'espace Léo Ferré. Une activité qui revient pour la 2e fois en principauté et qui rencontre encore beaucoup de succès. 600 participants sont attendus sur tout le week-end. Julien Logier et Émilie Flamin. Dans l'arène éphémère de l'espace Léo Ferré, les joueurs se faufilent entre les obstacles, visent leur adversaire et tentent de marquer un maximum de points. Aujourd'hui, Bastien ne joue pas seulement pour gagner, il fête ses 9 ans entouré de ses copains. C'était hyper bien, on va faire une autre session. Du coup, on pouvait se cacher. Je trouve ça vraiment bien parce que déjà, au lieu de rester sur un écran à jouer, là c'est comme si on jouait mais dans la vraie vie. Une activité ludique pour occuper les enfants, mais aussi les grands. C'était super, franchement, on s'est mis à leur âge. On retrouve nos 8-9 ans à peu près. C'est vraiment super. Moi, j'en ai fait d'autres, des laser games, et là, c'est vraiment accessible à tout le monde. Et il y a vraiment en plus des tailles différentes pour se cacher et tout, donc ça laisse place à la stratégie aussi, c'est vraiment chouette. Une initiative qui revient pour la 2e fois à Monaco.
C'était une initiative des jeunes pour les jeunes. C'était les collégiens qui nous avaient demandé au sein du projet communal junior de développer ce type d'activité en principauté parce qu'ils devaient aller un peu plus loin et sortir de Monaco pour accéder au laser game. Donc on l'a fait venir une fois, ça a été un grand succès, on le fait revenir. Une animation qui fait le plein ce week-end à Monaco. Et bonne nouvelle, il reste encore quelques places pour tenter l'expérience demain. Et sachez que l'expérience se poursuit jusqu'à dimanche. Avant de nous quitter, un mot sur cette récompense que vient de recevoir le Grimaldi Forum à Paris lors de la nuit de l'événementiel. Le Centre culturel et de congrès s'est vu remettre l'Award d'or dans la catégorie lieu et territoire. Une nouvelle récompense qui vient s'ajouter au palmarès du Grimaldi Forum, fort d'une trentaine de distinctions. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de Sarah Inkari avec, on l'espère, une amélioration du temps après cette journée pluvieuse. Les photos de fin de JT ce soir sont signées Edward White, qui est allé se mêler dans l'arène du laser game à l'espace Léo Ferré. Et puis en ce 14 mars, nous avons une pensée particulière pour le prince Albert II, qui célèbre aujourd'hui son anniversaire. Passez une excellente soirée et à demain, dimanche, 18h30 pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée malgré le temps maussade. Ne rangez pas tout de suite vos parapluies, ils seront utiles demain matin. Et oui, les averses se prolongent dans la nuit et à l'aube demain. En revanche, une accalmie est prévue en milieu de journée. Le soleil pourrait même faire une petite apparition en fin d'après-midi. Concernant les températures, pas de changement. Le matin, toujours 10 degrés, mais une belle embellie à partir de midi avec un thermomètre qui affichera jusqu'à 16 degrés. Attention toutefois au vent. Enfin ce dimanche, n'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux Louises. Très belle soirée avec nous sur Monaco Info.